Mesdames, Messieurs, chers fidèles auditeurs, bonsoir. Il est un adage populaire qui dit que la santé passe par l'assiette. Depuis notre plus tendre enfance, la nourriture est synonyme d'amour. Le lait maternel, le gâteau d'anniversaire, la soupe chaude préparée par une grand-mère un soir d'hiver. Tout cela, c'est du soin, c'est de la tendresse comestible. Mais que se passe-t-il lorsque ce lien sacré est perverti? Que se passe-t-il lorsque la main qui nourrit devient la main qui détruit? L'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle d'un crime sans arme à feu, sans couteau, sans violence apparente. C'est un crime qui a le goût du sucre et l'odeur de la vanille. C'est l'histoire d'une confiance trahie d'une belle-mère, livrée à la merci d'une belle-fille, au sourire d'ange et au cœur de glace. Installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé, mais êtes-vous bien sûr de savoir ce qu'il y a dedans? Nous sommes aux urgences de l'hôpital de Dijon, un mardi soir de novembre. Dehors, le vent s'engouffre dans la vallée de l'Ouche, mais à l'intérieur, c'est la chaleur étouffante et l'odeur caractéristique de l'éther et du désinfectant qui domine. Dans le box numéro 4, c'est l'effervescence. Le bip des moniteurs cardiaques est affolé, irrégulier, strident. Une équipe de 3 soignants s'affaire autour d'un corps inerte, celui d'une vieille dame à la peau grisâtre, marbrée par le choc. C'est Madame Claude. 78 ans. Elle est en train de faire un coma hyperosmolaire. Pour les non-initiés, c'est une complication gravissime du diabète. Son sang est littéralement devenu du sirop. Dans le couloir juste derrière la porte battante, une femme pleure. Elle s'appelle Valérie. C'est la belle-fille. Elle a la quarantaine élégante, le visage inondé de larmes, les mains jointes dans une prière théâtrale. Elle agrippe la manche d'une infirmière qui passe par là. « Je ne comprends pas », sanglote-t-elle, la voix brisée par une émotion qui semble dévastatrice. « Je ne comprends pas, madame. Je fais tellement attention. Je lui pèse tout. Je lui ai préparé sa petite soupe de légumes bio ce midi. Je lui ai donné ses médicaments. Je me sacrifie pour elle jour et nuit. Pourquoi Dieu nous inflige-t-il cela? » L'infirmière, touchée par cette détresse, tente de la réconforter. « Calmez-vous, madame. Les médecins font leur possible. Le diabète est une maladie sournoise parfois instable malgré les soins. » Valérie hoche la tête, renifle bruyamment dans un mouchoir en dentelle. Mais alors que l'infirmière tourne les talons pour retourner vers le box de réanimation, si l'on avait pu figer l'image, si l'on avait pu zoomer sur le visage de cette bru éplorée, on aurait vu quelque chose de terrifiant. Juste une fraction de seconde. Les larmes se sont arrêtées net. Et au coin de ses lèvres, un rictus est apparu. Un demi-sourire de satisfaction froide. Un sourire de prédateur qui voit sa proie rendre le dernier soupir. Car Valérie ne prie pas pour que Claude survive. Elle attend avec une impatience morbide que la nature, aidée par ses soins, fasse enfin son œuvre. Pour comprendre comment cette soupe de légumes bio a pu conduire une femme aux portes de la mort, il nous faut remonter le temps. 3 mois, pour être exact. C'était la fin de l'été en Bourgogne. Les vignes commençaient à roussir, promettant des vendanges tardives. Madame Claude vivait alors seule dans son petit appartement de banlieue parisienne. C'était une femme de caractère Claude, une ancienne bibliothécaire cultivée piquante, mais dont le corps commençait à lâcher. Son diabète de type 2, diagnostiqué 20 ans plus tôt, nécessitait une rigueur qu'elle n'avait plus. Sa vue baissait ses jambes, flanchait. C'est alors que son fils unique, Marc, et sa femme, Valérie, lui avaient fait la proposition. Une proposition qui ressemblait à un rêve de fin de vie. « Maman, » avait dit Marc, « on ne peut pas te laisser seule ici. Viens vivre avec nous en Bourgogne. On a de la place dans la grande maison. Valérie est à la maison toute la journée, elle s'occupera de toi. Tu seras choyée, tu seras nourrie comme une reine. Tu verras les saisons passer dans le jardin. » Claude avait hésité. Elle tenait à son indépendance. Mais la peur de la solitude et la fatigue l'avait convaincue. Elle avait vendu son appartement, confié le capital à son fils pour des travaux d'aménagement, et elle avait déménagé. Valérie, la belle-fille, était l'image même de la ménagère parfaite.
Sur les réseaux sociaux, son profil Facebook était une vitrine éblouissante de bonheur domestique. Photos de tartes aux pommes, maisons de confitures artisanales, de bouquets de fleurs séchées. Elle se mettait en scène avec des légendes, du type « Le bonheur est dans les choses simples » ou « Cuisiner pour ce qu'on aime, c'est donner de son âme ». Ses amis commentaient « Quelle chance à ta belle-mère, tu es une sainte Valérie ». Mais derrière l'écran, la réalité était tout autre. Valérie n'était pas une sainte. C'était une femme frustrée dépensière qui voyait l'arrivée de sa belle-mère non pas comme une réunion de famille, mais comme une invasion. Claude était une charge. Il fallait l'aider à se lever. Il fallait supporter ses radotages sur le passé. Et surtout, Claude occupait la belle chambre du rez-de-chaussée, celle que Valérie voulait transformer en atelier de peinture pour ses loisirs. De plus, les dettes du couple s'accumulaient. Valérie aimait les beaux vêtements, les sorties, mais l'argent de la vente de l'appartement de Claude était bloqué sur un compte joint intouchable tant qu'elle était en vie et lucide. Valérie a alors conçu un plan d'une simplicité biblique et d'une cruauté absolue. Elle n'allait pas tuer sa belle-mère. Non, elle allait simplement l'aimer à mort. Elle allait la tuer avec douceur, avec du sucre. Le piège s'est refermé dans la cuisine. Cette grande cuisine rustique, avec ses poutres en chêne et ses casseroles en cuivre, est devenue le laboratoire du crime. Valérie s'est autoproclamée diététicienne en chef de la maison. « Maman, Claude, avec votre diabète, fini les plats industriels. Je vais tout vous cuisiner moi-même. C'est meilleur pour la santé. » Marc, le fils, était ravi. Il voyait sa femme prendre les choses en main, le déchargeant de toute responsabilité. Il ne voyait pas le pauvre aveugle, ce qui se tramait dans les casseroles. La technique de Valérie était celle de l'empoisonnement progressif. Elle savait que le diabète de Claude était fragile. Alors, méthodiquement, elle a commencé à saboter les repas. Le matin, le café de Claude n'était plus sucré avec de la stevia, cet édulcorant naturel inoffensif pour les diabétiques. Valérie avait vidé la boîte de stevia et l'avait remplie de sucre glace beaucoup plus fin, presque indétectable, au goût dans un café fort, mais dévastateur pour la glycémie. Dans les soupes de légumes du soir, ces fameux veloutés détox qu'elle vantait tant elle versait en cachette des briques entières de crème fraîche à 40% de matière grasse, masquant le goût riche par des poignées d'herbes de Provence et d'épices fortes. Mais le pire, c'était le sel et le sucre caché. Valérie achetait du sirop de glucose industriel, incolore et inodore qu'elle mélangeait aux sauces. Elle saturait les plats de beurre. Claude, qui avait encore le palais fin malgré l'âge, s'en est aperçu très vite. Les premiers repas furent le théâtre de malaises discrets. « Valérie, ma chère, » disait Claude en posant sa cuillère, « cette purée est délicieuse, mais je la trouve très douce. Et très riche. Tu es sûre qu'il n'y a pas de beurre? Mon régime m'interdit les graisses saturées. » C'est là que la deuxième phase du plan entrait en jeu, la destruction psychologique, le gaslighting. Valérie se figeait la louche en main, arborant un visage de martyr offensé. « Du beurre, mais maman, vous plaisantez, c'est de la vapeur. J'ai juste mis un filet d'huile d'olive. Vous me blessez, là. Je passe 2 heures à éplucher vos légumes et vous m'accusez de vouloir vous rendre malade. » Claude, déstabilisé, insistait doucement. « Je t'assure, je sens le goût du gras et le sel c'est très salé ce soir. » Valérie soupirait bruyamment, se tournant vers son mari qui rentrait du travail fatigué. « Marc, écoute ta mère. » Elle recommence. Elle dit que ma cuisine est immangeable. Elle dit que je mens. Marc, qui voulait juste la paix, qui voulait juste dîner et regarder la télé, prenait invariablement le parti de sa femme. « Maman, arrête un peu, s'il te plaît. Valérie se décarcasse pour toi. Le médecin a dit que le diabète pouvait altérer le goût. C'est tes papillets qui déconnent, c'est pas la soupe. Mange, ça va refroidir. » Et Claude, humiliée, se taisait. Elle finissait son assiette, la mort dans l'âme, avalant ce poison qui avait le goût de l'ingratitude. Elle commençait à douter d'elle-même. Était-elle devenue folle? Son palais la trahissait-il vraiment? Les semaines passèrent. L'état de Claude se dégrada de manière spectaculaire.
Elle avait tout le temps soif, une soif inextinguible, signe classique de l'hyperglycémie. Elle dormait beaucoup. Elle avait des vertiges. Quand l'infirmière libérale passait pour les prises de sang, les résultats étaient mauvais. « C'est étrange, Madame Claude, » disait l'infirmière en fronçant les sourcils. « Vous êtes à 3 grammes. Pourtant, vous suivez le régime. » Avant que Claude ne puisse répondre, Valérie intervenait surgissant comme un diable de sa boîte. « Ah, si vous saviez. Je la surveille, mais dès que j'ai le dos tourné, elle vole des biscuits. Je retrouve des papiers de bonbons sous son lit. C'est de la gourmandise sénile, que voulez-vous ?» Claude ouvrait la bouche pour protester, pour crier que c'était faux, qu'elle ne pouvait même pas marcher jusqu'au placard, mais le regard glacé de sa belle-fille la clouait sur place. Qui allait croire une vieille dame malade? Contre cette femme jeune, dynamique et si dévouée, l'isolement de Claude était total. Valérie filtrait les appels. « Maman dort. Maman est fatiguée, » disait-elle à la famille éloignée. Claude dépérissait prisonnière de sa chambre et de sa cuisine gavée comme une oie avant Noël. Elle sentait sa faim approcher. Elle sentait que son corps était en train de capituler sous l'assaut du sucre. Mais Claude avait gardé une chose intacte, son instinct de survie, et une once de lucidité. Le drame, ou plutôt le salut, se noua autour d'un gâteau. C'était un dimanche après-midi. Valérie avait préparé un gâteau au yaourt et citron, une recette qu'elle jurait être 100% sans sucre, spécial diabétique. Le gâteau était beau, doré, gonflé. Elle en coupa une part énorme pour Claude. « Tiens, maman, ça va vous faire du bien. C'est léger comme une plume. » Claude prit une bouchée. C'était exquis, c'était moelleux. Mais c'était surtout incroyablement sucré. Une douceur sirupeuse qui tapissait le palais. Son alarme interne hurla. Ce n'était pas de l'édulcorant, c'était du vrai sucre, des quantités industrielles de sucre. « Mangez tout, maman, il ne faut pas gâcher », insista Valérie en la regardant fixement comme un gardien de prison surveillant un détenu. Claude mangea. Elle n'avait pas le choix. Marc était là, lisant son journal. Mais profitant d'un moment où Valérie se tournait vers l'évier pour faire la vaisselle, Claude fit un geste d'une rapidité surprenante pour son âge. Elle prit le dernier morceau du gâteau, un gros morceau friable, et au lieu de le mettre dans sa bouche, elle le glissa dans sa manche. Puis discrètement, elle le fourra dans le mouchoir en tissu qu'elle gardait toujours dans sa poche de gilet. Elle venait de sécuriser la pièce à conviction. Le lendemain était un jour béni. C'était le jour de la visite de Lucie. Lucie était la petite fille de Claude, la fille de sa fille aînée décédée. Lucie avait 22 ans, elle était étudiante en 5e année de médecine à Lyon. Elle n'aimait pas beaucoup sa tante Valérie qu'elle trouvait fausse, mais elle adorait sa grand-mère. Quand Lucie entra dans la chambre de Claude, elle fut choquée par l'apparence de son aïeul. Amaigrie, le teint cireux, les lèvres sèches. « Mamie, tu ne vas pas bien du tout », murmura Lucie en s'asseyant sur le lit. Claude saisit la main de sa petite fille avec une force désespérée. Elle regarda la porte pour vérifier qu'elle était fermée. « Lucie, écoute-moi bien. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas sénile. On est en train de me tuer. » Lucie frissonna. « Mamie, qu'est-ce que tu racontes ?» Claude sortit de sa poche le mouchoir chiffonné. À l'intérieur, le morceau de gâteau écrasé racicolant. « Valérie, elle me dit qu'il n'y a pas de sucre. Elle jure sur la tête de Marc. Mais goûte, ou mieux, analyse-le. Toi, tu sais faire ça. Promets-moi, Lucie. » Lucie, troublée par l'intensité du regard de sa grand-mère, prit le mouchoir. Elle avait dans sa voiture sa trousse de stage, avec un glucomètre, cet appareil pour mesurer le sucre dans le sang, mais qui peut aussi réagir au sucre pur dilué dans de l'eau. Elle descendit à la cuisine sous prétexte de se faire un thé. Valérie était sortie faire des courses. La maison était vide. Lucie prit un verre d'eau, y émietta le gâteau et trempa la bandelette réactive. Le résultat s'afficha en 3 secondes. HI high. Saturation. L'appareil ne pouvait même plus chiffrer le taux tant il était élevé. Ce n'était pas un gâteau diététique. C'était une bombe calorique. C'était du poison pur pour une diabétique.
La colère, une colère froide et scientifique, s'empara de la jeune étudiante. Elle ne s'arrêta pas là. Elle voulait comprendre l'ampleur du mensonge. Elle se dirigea vers la grande poubelle de la cuisine. Elle n'hésita pas à y plonger les mains, repoussant les épluchures de carottes et le marc de café. Elle fit de l'archéologie domestique, et tout au fond, caché sous un sac plastique noir soigneusement noué, elle les trouva. Les preuves. 3 paquets vides de sucre en poudre premier prix, 4 emballages de plaquettes de beurre demi-sel, 2 briques vides de crème liquide entière. Et comble de l'ironie, les boîtes vides des plats cuisinés surgelés que Valérie prétendait avoir cuisinés maison, mais qu'elle avait sans doute améliorés avec des graisses rajoutées pour les rendre plus appétissants et plus mortels. Quand Valérie rentra des courses chantonnant les bras chargés de sacs, elle trouva le comité d'accueil dans le salon. Marc était là, appelé en urgence par sa nièce, le visage décomposé. Lucie se tenait debout, les bras croisés, devant la table basse. Et sur la table, étalées comme des pièces à conviction dans un tribunal, le glucomètre affichant « Erreur le gâteau écrasé » et les emballages gras sortis de la poubelle. « Qu'est-ce que c'est que ce désordre ?» bégaya Valérie, son sourire se figeant. « C'est ton menu, Valérie », dit Lucie d'une voix tranchante. « J'ai testé le gâteau sans sucre. Il contient environ 50% de saccharose pure. C'est une tentative d'homicide. Tu es en train de provoquer un coma diabétique à mamie. » Valérie tenta de rire, un rire nerveux hystérique. « Mais n'importe quoi, c'est ridicule. Je me suis peut-être trompée de paquet, c'est tout. Et fouiller mes poubelles, c'est dégoûtant. » Marc dit quelque chose. Marc leva les yeux vers sa femme. Pour la première fois depuis des années, le voile se déchira. Il vit la peur dans ses yeux, mais pas la peur de l'innocent accusé à tort. La peur du coupable prit la main dans le sac. Il repensa aux plaintes de sa mère, à sa santé déclinante, aux mensonges de Valérie. « Tu as remplacé la stevia Valérie ?» demanda-t-il doucement. « Mais non. Enfin, peut-être une fois, il n'y en avait plus au magasin. »« Tu mens, » coupa Lucie. « J'ai trouvé 3 paquets de sucre vide consommés en 2 jours. Tu la gaves, tu la tues. » Lucie sortit son téléphone. « Je vais appeler la gendarmerie. Et je vais demander une analyse toxicologique complète de tout ce qu'il y a dans le frigo. On verra bien ce qu'ils trouveront. » À l'évocation de la police, Valérie s'effondra. Ses jambes lâchèrent. Elle tomba à genoux sur le tapis, pleurant, hurlant cette fois de vraies larmes de terreur. Elle avoua tout dans un flot de paroles incohérentes. La fatigue, les dettes, l'envie que ça finisse vite, la haine de cette vieille femme qui traînait la patte dans sa cuisine parfaite. L'épilogue de cette histoire est à la fois triste et salvateur. Madame Claude a fini aux urgences ce soir-là, non pas à cause du gâteau, mais parce que le choc émotionnel de la révélation couplé aux semaines de mauvais traitements a fait décompenser son organisme. Mais elle a survécu. Les médecins ont réussi à stabiliser sa glycémie. Elle n'est jamais retournée dans la maison de Bourgogne. Sa fille aînée, la mère de Lucie, est venue la chercher. Claude vit aujourd'hui dans une résidence senior médicalisée où elle gère elle-même ses repas. Elle a repris du poids, elle a retrouvé le sourire même si elle garde une méfiance terrible envers la nourriture qu'elle ne prépare pas. Marc a demandé le divorce. Il n'a pas pu supporter l'idée de dormir à côté d'une femme capable d'une telle perversité calculée. Il vit avec la culpabilité immense de n'avoir rien vu, d'avoir cru sa femme plutôt que sa mère. Valérie a échappé à la prison de justesse grâce au fait que la famille n'a pas porté plainte officiellement pour préserver le peu d'honneur qui restait à Marc. Mais elle est partie sans rien rejeter par tous, obligée de vivre avec sa conscience, si elle en a une. Cette histoire, chers auditeurs, nous laisse un goût amer en bouche. Elle nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les meilleures intentions. Elle nous rappelle que l'abus de faiblesse ne se fait pas toujours à coups de poing ou d'insultes. Parfois, il se fait avec une cuillère en argent et un sourire bienveillant. Soyez attentifs aux détails. Écoutez vos aînés quand ils se plaignent que le goût des choses a changé. Ne laissez jamais la routine et la confiance aveugle vous empêcher de vérifier.
car parfois le diable ne s'habille pas en Prada, il s'habille en tablier de cuisine. C'était votre conteur. Bon appétit et soyez prudents. Bonsoir.